J'envoie au diable Descartes, qui a dit que les animaux ne sont que des machines. Il en disait autant, je crois bien, des humains. Au diable aussi Buffon, qui a dit que les chats sont traîtres et hypocrites. Au diable encore, l'opinion accréditée que le chat n'aime que sa maison et bien moins son maître. Moi, qui écris ces livres. Et qui, après tout, du ton trouvé bien présomptueux, ne suis pas plus sot qu'eux. Je sais mieux qu'eux à quoi m'en tenir. La raison pour connaître et juger n'est pas tout. Un petit peu de cœur ne fait pas de mal non plus. J'ai dû avoir au moins 300 chats et 150 chiens, à tous en même temps. Les chats que j'ai recueillis vivent avec moi. Je n'en ai choisi aucun. Tous me sont venus des hasards de la rue. Malheureuses bêtes, perdues, abandonnées par des maîtres sans conscience. De ces gens qui prennent un jour un animal, chien ou chat, par fantaisie, et celle-ci passée, le mettent tranquillement à la rue, exposé à tous les risques, comme à tous les besoins. Si j'ai eu bien des chagrins à chaque nouvel abandon que je constatais, quel plaisir j'ai eu aussi à chaque sauvetage que j'ai fait. Mon cher Coco, par exemple, quel cri il poussait le jour où je l'ai pris dans le panier dans lequel je l'emportais. Dans le petit appartement de la rue Dauphine où je le fis vivre quelques semaines avant de le transférer chez moi, quelle peur il avait, caché obstinément sous un buffet sous lequel je lui glissais pâté, lait, gâterie. Si vous le voyez aujourd'hui, couché avec moi sur le côté, comme une personne, son nez tout près du mien, une de ses pattes allongée sur mon cou. Dire que des gredins ont mis dehors un animal si charmant, un être si affectueux, dont tout n'est que gentillesse et douceur. Tristes imbéciles, cruels et malfaisants. Un souriceau tout jeune et qui n'avait rien vu fut presque pris au dépourvu. Voici comment il conta l'aventure à sa mère. J'avais franchi les monts qui bornent cet état et trottais comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière, lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux. L'un, doux, bénin et gracieux, et l'autre turbulent et plein d'inquiétude. Il a la voix perçante et rude, sur la tête un morceau de chair, une sorte de bras dont il s'élève en l'air, comme pour prendre sa volée, la queue en panache étalée. Or, c'était un cochet dont notre souriceau fit à sa mère le tableau comme d'un animal venu de l'Amérique. Il se battait, dit-il, les flancs avec ses bras, faisait tel bruit et tel fracas que moi, qui grâce au Dieu de courage me pique, en ai pris la fuite de peur, le maudissant de très bon cœur. Sans lui, j'aurais fait connaissance avec cet animal qui m'a semblé si doux. Il est velouté comme nous, marqueté, longue queue, une humble contenance, un modeste regard, et pourtant l'œil luisant. Je le crois fort sympathisant avec messieurs les rats, car il a des oreilles, vous vous souvenez, en figure aux nôtres pareilles. Je l'allais aborder quand, dans son plein d'éclat, l'autre m'a fait prendre la fuite. Mon fils, dit la souris, ce doucet est un chat. Qui, sous son minot hypocrite, contre toute parenté d'un malin vous l'aurait porté. L'autre animal, au contraire, bien éloigné de nous malfaire, servira quelques jours peut-être à notre repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'il fonde sa cuisine. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger des gens sur la mine. C'est maman. L'habit, la mine et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, n'en sont pas des moyens toujours indifférents. Charles Perrault, moralité de son conte, le maître chat, le chaboté, extrait des contes de Mamerlois. Un meunier ne laissa pour tout bien à 3 enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. Ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés, ils auraient dû bientôt manger tout le pauvre patrimoine.
L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. Mes frères, disaient-ils, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. Le chat, qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux: « Ne vous affligez point, mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. » Ainsi équipé, notre animal se met en chasse et capture un lapin. Il s'empresse d'aller l'offrir au roi de la part de son maître, le marquis de Carabas. C'est le nouveau nom du fils du meunier. Une autre fois, il attrape 2 perdrix qu'il offre de lui. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître: « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite vous laisser faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer. Et le chat se mit à crier de toutes ses forces: « Au secours! Au secours! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !» À ce cri, le roi mit la tête à la portière et, reconnaissant le chat qui lui avait tant de fois apporté du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse et dit au roi que, dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit 1000 caresses, et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré, et le marquis de Carabas ne lui pas jeté 2 ou 3 regards fort respectueux et un peu tendres. Elle en devint amoureuse à la folie. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût là-bas. Alors, le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants, et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un pré, il leur dit: « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi ne manqua pas à demander aux faucheux à qui était ce pré qu'il fauchait. C'était monsieur le marquis de Carabas, ils furent tous ensemble. Car la menace du chat leur avait fait peur. « Vous avez là un bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. Le chat qui allait devant le carrosse arriva enfin dans un beau château dont le maître était un ogre. Les étages de stores orange largués du haut en bas de la vertigineuse façade, et frôla la chatte, qui se leva pour lui faire place, s'étira et se recoucha un peu plus loin. Camille bâilla nerveusement, se redressa et fit quelques pas distraits, se pencha de nouveau, en obligeant la chatte à sauter à terre. Ça s'éloigna avec dignité et préféra rentrer dans la chambre, mais la porte avait été refermée, et ça s'assit patiemment. L'œil au loin, immobile, Camille lui tournait le dos.